Il est un pays au ciel changeant, aux rivages modelés par les éléments, aux avant-postes de l'Atlantique. Ce pays est une île. Un pied sur terre, un pied en mer. Cette terre est minérale, solennelle, éternelle. Nous sommes en Irlande, où le plus beau des voyages est de pouvoir survoler ses côtes à la manière d'un oiseau. Comme pour tout périple, avant de partir, il faut ouvrir des cartes, chercher sa route. Nous voici donc au nord-ouest de l'Europe, au-dessus de l'Irlande. Il faut quitter la Grande Île, quitter la Grande-Bretagne et l'Écosse. L'Écosse et les forêts de sapins de Mull of Kintyre, cette péninsule écossaise chantée par Paul McCartney. Juste en face, le relief irlandais se dessine déjà. Il suffit de survoler la mer d'Irlande pendant quelques minutes. À peine 16 000 nautiques, 33 km à franchir. Les premières falaises en vue sont celles de l'île de Rathline, où la lanterne du phare tourne jour et nuit. Une vingtaine de familles y vivent à l'année. D'ici, ils peuvent embrasser du regard toutes les terres, de l'Écosse jusqu'à l'Angleterre. Nous sommes toujours au Royaume-Uni, dans cette partie d'Irlande rattachée à la couronne d'Angleterre, l'Ulster. Ce matin, il souffle un vent d'ouest qui chasse la pluie et les nuages et laisse derrière lui un ciel que l'on appelle de traîne, un ciel d'après la tempête. Ce point de vue unique, ultime privilège des oiseaux de mer, offre au regard les moindres recoins des falaises. Vu du ciel, ce paysage qui semble sculpté à la main prend une toute autre dimension. Telles ces colonnes qui semblent suspendues au-dessus du vide. Et là, insoupçonnable, presque caché, la chaussée des géants déroule ses colonnes dans la mer. Des gens viennent ici de partout. Ils veulent savoir, toucher et arpenter ces 40 000 colonnes de basalte. Peut-être pour comprendre quel mystère géologique a bâti ce grand orgue où la mer joue la même partition à l'infini. Il est une explication rationnelle, liée à une très lointaine activité volcanique, mais que les poètes veulent oublier. Ils préfèrent rêver à ce géant irlandais qui voulut construire un chemin sur la mer pour que sa belle puisse le rejoindre d'Écosse. Plus à l'ouest, lové au fond du Lough Foyle, entre Irlande du Nord et Irlande du Sud, se dresse une ville frontière. Les uns la nomment Londonderry, les autres Derry. Les uns sont loyalistes, protestants et se sentent anglais.
Les autres sont catholiques, républicains et parlent des Anglais comme d'une force d'occupation. En Irlande, croire est important. Cette ville en est un symbole, mais on ne saurait résumer ce conflit à une seule guerre de religion. Tout près de la frontière avec la République d'Irlande, un bâtiment en bord de mer est devenu, un peu malgré lui, un autre symbole. C'est une prison. Les bâtiments forment la lettre H. Ce sont les H-Blocks. Cette prison est devenue tristement célèbre dans les années 80. Dans ses murs, des prisonniers irlandais, membres de l'IRA, réclament alors le statut de prisonnier politique. Parmi eux, Bobby Sands. Écroué ici, en Irlande du Nord, il est mort après 66 jours de grève de la faim. La Dame de Fer, Margaret Thatcher, gouvernait alors l'Angleterre. En face de la prison, de l'autre côté du Lough Foyle, il y a Greencastle et les premières terres d'Irlande du Sud. Un petit port, des façades colorées, des enfants qui jouent. Le changement de décor est saisissant. Plus au nord, la côte, à nouveau sauvage, déroule son relief escarpé face à l'Atlantique et rien d'autre. Le ciel de Trène s'étire jusqu'au comté du Donegal, tout au nord-ouest de l'Irlande. Et petit à petit, le décor change de visage. Les falaises laissent place à de magnifiques estuaires aux courbes rondes et douces et aux couleurs pastel. On croirait des peintures. Les taches de soleil qui percent les nuages montrent la route à suivre. Et la côte révèle soudain un village, aux maisons clairsemées, caché derrière le granit rouge. Burton Port. Dans ce paysage d'archipel, il est difficile de savoir où commence la mer et où finit la terre. Continuons notre périple dans l'ouest, continuons à longer la côte en direction du sud. La côte ouest irlandaise est bordée d'îles. Des petites, des grandes, des îles de légende, des îles sauvages peuplées d'oiseaux. Ce sont les îles de l'Ouest, les îles de l'Atlantique.
Parmi elles, les îles Skellig. L'une d'elles est devenue une réserve naturelle. Elle est le refuge de 24 000 couples de fous de bas sang. Les Skellig, ce sont deux îles quasi jumelles. Une grande et une petite. Bien avant les gardiens de phare, des moines ont vécu ici dès le VIe siècle, fuyant les Vikings. Ils ont dû braver solitude, froid, tempête et sans doute vertige. Cette île, la plus grande des deux Skellig, abrite même encore les vestiges quasiment intacts d'un des premiers monastères de la chrétienté irlandaise. Les moines ont dû aplanir le sommet de l'île pour y construire leurs abris, des dômes en pierre sèche qui ont traversé les siècles. L'hiver, l'île est désertée, alors qu'en été, quelques habitants temporaires font leur apparition. L'île est en chantier pour l'entretien du site. Il y a même des visiteurs de passage, qui ne restent jamais. La météo est trop improbable dans cette région, il est impossible de savoir ce que réserve le ciel. Plus loin, la baie de Dingle, dominée par le Connor Pass, aujourd'hui dans la brume. La baie de Dingle est aussi un refuge, mais pour les pêcheurs cette fois. Retour à la civilisation, avec ses villes, ses ports, les bruits et les bateaux. Et déjà, la nostalgie des îles se fait sentir. Les îles ont une force inexplicable, étrange, qui attire comme un aimant. Les îles Blasket exercent cette attraction. Il y a à peine 50 ans, le gouvernement irlandais a ordonné leur évacuation, estimant que les habitants étaient soumis à une vie trop difficile. Les habitants des Blasket sont tous partis. Ils reviennent parfois l'été pour les moutons, les chevreuils ou les daims. Plus au sud, des poussières d'îles semblent avoir été parsemées dans la baie de Clew. Elles seraient aussi nombreuses que les jours de l'année. 365 îles fascinantes, mais désertées par l'homme. En arrière-plan de ce paysage maritime hors du commun, les yeux se fixent sur une montagne sacrée, Croagh Patrick.
Une montagne que des pèlerins passionnés gravissent pieds nus, parfois à genoux, en larmes ou en priant Dieu. Un véritable chemin de croix. Plus au loin, à la faveur des dernières lueurs du jour, un autre archipel, d'autres îles, les îles d'Aran. Elles sont 3 et portent des noms magiques: Inisheer, Inishmore, Inishmaan. C'est un paysage unique au monde, sans arbres, rude, extrême, avec un relief comme aplani par les vents. Un voyage en soi. Les îles d'Aran, l'envers de l'éphémère, la force de la pierre. De toutes les îles irlandaises, elles sont les plus minérales. Les îles d'Aran sont habitées depuis bien plus de 2000 ans et de ce lointain passé, il reste ces édifices intacts. Arides, inhospitalières, les îles d'Aran n'ont pourtant jamais été évacuées, bien au contraire. Jour après jour, tempête après tempête, les Iliens se sont échinés à dresser des kilomètres de murets pour éviter que le vent n'emporte la terre. Et ils ne sont jamais partis. L'Irlande semble être vouée aux embruns, aux îles et aux tempêtes. On pourrait croire qu'il faut y être né pour y vivre. Et pour changer d'avis, il faut continuer vers le sud. Le sud de l'Irlande, c'est comme le sud de n'importe quel pays. Il y a du soleil, des couleurs et de la vie. Des maisons de poupées, du côté de Kinsale ou de Baltimore, dans le Kerry. Des façades colorées, des ports animés. Des solariums ventilés et des plages presque bondées. Voici une journée d'été en Irlande du Sud. Une journée pour rencontrer l'âme profonde d'un pays, mieux connaître ceux qui l'habitent. S'asseoir au-dessus d'une baie et regarder simplement les bateaux passer.
Il y a de grandes villes et des ports actifs dans le sud. Les Irlandais aiment se rappeler leur passé, eux qui ont été si nombreux à quitter leur île pour rejoindre l'Amérique. Nous voici à Cobh, avec ses maisons colorées. C'est de ces quais que des milliers d'Irlandais sont partis à bord de grands voiliers pour trouver une vie meilleure de l'autre côté de l'océan. Ils embarquaient pour l'inconnu, pour un voyage éprouvant de plusieurs semaines à travers l'Atlantique. Ils furent 3,5 millions d'émigrants, mais la misère et la famine ne leur donnaient pas d'autre choix que la fuite. C'est aussi à Cobh que plus tard, le Titanic fit sa dernière escale avant de sombrer du côté de Terre-Neuve. À Cobh, aujourd'hui, on peut lire des slogans anti-avortement. Une question, un débat qui agite les consciences irlandaises. Avec Malte, la Pologne et le Portugal, l'Irlande est un des 4 États européens à interdire l'avortement. « 7 000 Irlandaises se rendent chaque année en Grande-Bretagne pour contourner la loi. Cette question de société divise la population. Loin de la terre et des questions qui dérangent, au large, il est une roche mythique. C'est un phare perdu dans l'Atlantique, le Fastnet. Il a une terrible réputation chez les marins. Des navigateurs à la voile périrent un jour en voulant le contourner. Mais la lanterne du phare, qui tourne nuit et jour, a sauvé des vies en guidant des milliers de capitaines. Plus loin, une masse de métal comme chiffonnée. Ce navire a coulé il y a bien longtemps. La baie de Bantry, parsemée de roches, compte des dizaines d'épaves comme celle-ci. Il faut s'imaginer un soir d'hiver dans la nuit et la tempête. Des vagues monstrueuses se forment ici. Des vagues capables de broyer des coques. Peut-être retrouvera-t-on un jour, près de cette épave de chalutiers enfouie dans la vase, une armada de navires de guerre français perdus ici, au XVIIIe siècle. Le ciel se couvre à nouveau. Les nuages menacent. Il faut faire route. Cap, baies se succèdent. Et il serait facile de se perdre. Mais sur une colonne, un homme, le doigt pointé, rassure. On l'appelle le métalman. Depuis plus d'1 siècle, l'homme de métal salue les navires. Comme une dernière bouffée d'Ouest, comme un concentré d'Irlande, voici une dernière île, l'île de Tory. Un résumé du pays, de la force et de la douceur.
l'éblouissant ciel de Trènes succèdent aux tempêtes. Pluie et soleil, joie et tristesse, comme un mouvement perpétuel, comme la lanterne d'un phare qui ne s'arrête jamais de tourner. Pour que les pilotes américains se repèrent lors de la Seconde Guerre mondiale, les Irlandais avaient écrit, avec des pierres, le nom de leur pays sur plusieurs de leurs falaises.